Ashikwe, 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 Ajavio, 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 Ajavio. On me parlait de l'intérêt du respect des droits et devoirs des patients. Et sur ce, tout à l'heure, je vais lancer quelques questions. Selon vous, ou parmi vous, qui me dira un peu les droits des patients? Quand on vient à l'hôpital, quels sont les droits que nous avons? Le patient a le droit à la confiance. Ok. Le patient a droit à la confiance. Le patient a le droit de voilà comme doit déjà. Merci. Elle dit que le patient a le droit d'être bien accueilli. Ok. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Ok. Le suivi, droit au suivi. Le droit au suivi. Le patient a aussi le droit de parler librement pour que la sage-femme. Ok. Le patient a le droit de parler librement. Bravo. Donc elle trouve qu'il y a le droit à la libre expression. Et elle a raison. On a parlé maintenant des droits. Les patients n'ont pas que des droits. Ils ont aussi des devoirs. Selon vous, quels sont vos devoirs? D'abord, quand on vient à l'hôpital, on a le devoir de respecter les sages-femmes, que ce soit à la caisse, n'importe quel endroit, on doit les respecter. Ok. Tu disais qu'on doit respecter la sage-femme pour qu'elle puisse bien travailler. Ou bien, est-ce que j'ai été fidèle? C'est ça que tu as dit tout à l'heure. Ok. Le patient aussi doit suivre à la lettre les consignes des sages-femmes. Ok. Le patient a le devoir d'acheter tous les médicaments qu'il nous faut. Ok, bravo. Quel est l'intérêt du respect des droits et devoirs des patients dans un hôpital, selon vous? Selon moi, c'est pour que chacun sache ce qu'il a fait et ce qu'il doit faire. Et si chacun joue sa partition, quel serait le résultat? Alors, c'est pour éviter des problèmes à la suite. Parce que quand le patient ne respecte pas les consignes de la sage-femme, ça peut endommager l'enfant, l'état de l'enfant et tout. Selon moi, on parle de droits et devoirs pour mettre un peu de l'harmonie dans les choses, pour que tout se passe bien, pour que tout le monde soit satisfait, selon moi. Très bien. Donc selon toi, c'est pour agrandir et améliorer la satisfaction de nos clients. Tu as raison. Chez Mel, nous on a démarré l'activité d'humanisation. Maintenant, on essaie de collaborer avec nos patients pour les mettre à l'aise et augmenter leur satisfaction. Pour aller vite, on a fait de petits schémas pour faire comprendre aux gens. On a dit qu'il y a 10 droits fondamentaux. Vous allez voir ici, on a dit le droit à l'information. Celui qui vient à l'hôpital, on doit tout lui expliquer, y compris le traitement et la suite. Il a besoin d'avoir des informations sur tout ce qu'il demande. Et l'agent de santé doit lui fournir cette information. Tout à l'heure, vous l'avez dit. Le droit au choix. Par rapport au droit au choix, la personne est libre de choisir son hôpital. Il est libre de choisir l'agent de santé qu'il veut. Il est libre même de choisir son traitement. Quand on le dit, les gens s'étonnent, on dit, ah, il y a beaucoup d'analphabètes. Comment ils vont choisir le traitement? Mais c'est après un choix éclairé. Je suppose la sage-femme veut te faire d'ordonnance. Elle va demander ton avis. Peut-être que tu as l'habitude ou bien tu as l'hémorroïde, elle ne sait pas. Mais si elle prend son bic, elle ne te demande rien, mais suppose, tu ne vas pas l'utiliser parce que peut-être tu vas te dire ça va faire mal. Ou quand on vous prescrit le fer, il y en a qui aiment le comprimé, il y en a qui aiment le sirop. Ou il y en a à qui, quand on prescrit le sirop, l'odeur les repousse, elle n'utilise pas. Donc quand vous discutez avec votre sage-femme et elle veut vous prescrire le produit, elle demande votre avis. Ah, moi je préfère comprimer. Tu as déjà fait un choix. Vous avez compris? Ce choix va même jusqu'en salle d'accouchement où vous avez le droit de choisir un accompagnant qui va rester à côté de vous en salle d'accouchement pendant que vous voulez accoucher. Vous voyez, quand on connaît ces droits, c'est bon. Hein? Et nous-mêmes, quand on vous le dit, on est obligé de respecter. Si je continue, il y a le droit d'accès. Accès à l'hôpital, accès aux soins de qualité, accès au personnel et accès aux lieux de soins. Et le droit d'accès de l'accompagnant revient encore ici. Non seulement vous avez choisi quelqu'un que vous voulez qu'il reste avec vous, mais pendant que vous recevez les soins, la personne a cet accès. Et cet accès ne s'arrête pas seulement en consultation prénatale, mais ça va jusqu'en salle d'accouchement et sur tout le circuit.
Il y a le droit à la sécurité. Tout à l'heure, quelqu'un disait, on doit bien soigner, on doit faire les soins de qualité. Donc ça rentre dans le droit à la sécurité. Le 5e droit, c'est le droit à la confidentialité au secret professionnel. Tout ce que vous dites aux agents de santé, on ne doit pas les divulguer. Le 6e droit, c'est le confort. Et quand on dit le droit au confort, il y a le confort physique et il y a le confort psychologique. Quand on parle de confort physique, vous venez à l'hôpital est propre, tout est bon, la salle est bien décorée, vous êtes à l'aise. Mais s'il y a tout ça, et dès que vous rentrez en salle de consultation, on commence à crier sur vous, mais on ne vous accueille pas bien, comme ce qu'elle a dit tout à l'heure, vous n'aurez pas le cœur tranquille pour dire ce qui vous a amené. Donc dans le confort, non seulement il y a le confort physique, mais il y a aussi le confort psychologique. On doit bien vous accueillir, on doit vous traiter avec amour. 7e droit, c'est le droit à la dignité. On doit vous respecter. Que vous soyez pauvre ou riche, sale ou propre, vous venez à l'hôpital, c'est pour votre maladie. Et on doit vous respecter en tant que tel. Et là, vous serez à l'aise pour qu'on puisse travailler pour vous. Le 8e droit, c'est le droit à l'assurance, aux avantages sociaux. Congé de maternité, les prises en charge, on vient, il faut le cachet du médecin. À l'hôpital, on doit s'organiser pour que ce cachet, on puisse vraiment vous le déposer sur le document qu'il faut et pour que vous puissiez jouir des fruits de l'assurance qui vous gère. C'est compris? Et le certificat médical est gratuit. Le droit à la continuité des soins. C'est vrai qu'on a dit de payer les prestations, mais si la personne n'a pas l'argent, la personne humaine, on doit respecter la personne humaine. Donc on ne va pas regarder l'argent et laisser quelqu'un mourir. On doit continuer par lui donner les soins, pas des stratégies. Mais tout au moins en voulant rentrer, c'est toujours bien de payer les soins. Oui. Et le dernier droit, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qu'on doit laisser parler librement. Elle l'a dit, ça fait partie du droit d'expression de son opinion. Donc le malade qu'on traite avant de quitter l'hôpital doit nous dire s'il est content de nous, qu'est-ce qu'il apprécie de nous, qu'est-ce qu'il n'a pas apprécié et qu'est-ce qu'il préfère. Et c'est ça qui fera que nous-mêmes, on va améliorer les soins qu'on donne pour pouvoir agrandir la satisfaction. On a mis les 10 devoirs des patients. Le premier devoir, elle a très bien dit tout à l'heure, c'est de respecter le règlement intérieur de la formation sanitaire. Elle avait dit tout à l'heure. Le deuxième devoir, c'est quoi? C'est de donner les renseignements nécessaires. Parce que l'agent de santé n'est pas Dieu. On se basera sur vos informations pour vous traiter. Troisième devoir, c'est d'honorer l'ordonnance médicale et les bilans. Si la femme n'est pas indigente, si elle a l'argent, c'est toujours bon d'acheter en même temps ces choses. Mais si elle n'a pas l'argent, on ne va pas l'abandonner. On va la soigner le temps de voir si c'est un cas social ou si c'est un cas où ses parents viendront rembourser. C'est bon. Le quatrième devoir, c'est être courtoise envers le personnel de santé. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure ici. Il faut respecter le personnel soignant pour que ce personnel se sente à l'aise pour vous traiter. Le cinquième devoir, c'est faire une attestation de refus d'hospitalisation si on ne veut pas être hospitalisé. Après ça, on a dit faire une décharge de responsabilité si on veut rentrer contre avis médical. On dit respecter le traitement, instaurer le rendez-vous. Tout à l'heure, vous l'avez dit aussi. Payer le coût des prestations. On est revenu là-dessus plusieurs fois. Suivre les conseils du prestataire de santé. Quelqu'un l'a dit ici. Et éviter l'automédication. Ça, on ne l'avait pas dit. Donc, ce sont vos 10 devoirs. Maintenant, on va parler du dernier sujet. On avait dit tout à l'heure qu'il y avait les droits et devoirs des patients, mais qu'il y a aussi les droits du naissant. Donc, le premier droit du fœtus ou du bébé, c'est de vivre dans un milieu sain, non pollué, un milieu adéquat. Le deuxième droit, c'est de naître à son temps et à son heure. L'heure que Dieu a voulu qu'il sorte là, laissez-le sortir à l'heure là. Parce qu'il y en a, on dit, ah, j'irai acheter ce pot, j'irai acheter ce poisson. Et on le dit, viens à la sage-femme, on achète ce poisson, des boîtes. Mais ça entraîne des conséquences après l'accouchement. Troisième droit, le droit à la vie. Si on est enceinte, il faut laisser le bébé grandir et qu'il soit accouché. Quatrième droit, le droit à l'intégrité. Le bébé ne doit pas avoir de blessures. Aux us et coutumes où on fait des cicatrices par ici, on fait des cicatrices par là. La loi refuse ça, l'intégrité corporelle du bébé. Après, on a dit le droit à une bonne nutrition. Le bébé qui naît doit téter. Et dans le cas où il y a des maladies, le bébé ne doit pas téter, on doit prévoir ce qu'il va manger. De toutes les manières, le bébé ne doit pas rester à jeun. Après la bonne nutrition, les soins médicaux de réadaptation et de prévention de qualité. Dès que le bébé naît là, tout ce qu'on doit lui faire pour qu'il vive, on doit faire.
les soins en salle d'accouchement, la vaccination, tout ce que l'agent de santé dit, les parents doivent suivre. 7. Le droit à une bonne identification. Plusieurs personnes peuvent accoucher à la fois. Si on n'identifie pas les bébés, on va les confondre. Il faut mettre de brassard. S'il n'y a pas de brassard dans un hôpital, au moins le pain que la maman porte, il faut déchirer, attacher à la main du bébé. Pour qu'on sache que tel bébé, c'est pas à tel maman. Le droit à la dignité. Le bébé aussi est à respecter, même s'il est un tout petit être. On doit le respecter. Sa dignité est de règle. Le droit à la déclaration de naissance avant 10 jours. Non seulement si on l'accouche à la maternité, il faut l'enregistrer, le droit à l'enregistrement dans le registre d'accouchement de la maternité. Mais avant les 10 jours, il faut aller déclarer à la mairie qu'un bébé est né pour qu'on sache qu'il y a quelqu'un de plus dans la population. Ce que nous ne faisons pas régulièrement. Le droit à une filiation et à une nationalité. C'est la femme enceinte qui connaît le papa du bébé qui est à l'intérieur. Même si ce papa-là vous a fait des choses que vous fâchez, et qu'à par la suite on trouve un autre papa qui est gentil et qui supporte les frais de grossesse, de grâce, le nom de famille du bébé là, c'est celui qui a mis le bébé dans le ventre. Et le dernier droit, c'est le fait que le bébé doit demeurer avec sa mère. Avant on avait cette l'habitude où on dit le bébé ne reste à part, la maman reste à part, on met dans le berceau, ou bien la maman dit c'est césarisé, on met l'enfant ailleurs. Non, ça on est en train de le corriger. Le bébé et la maman sont toujours ensemble. Selon vous, pourquoi il y a des complications à l'accouchement ou bien après l'accouchement? Oui, madame. Selon moi, par exemple, quand on demande à la femme enceinte de faire une échographie, cette échographie, elle refuse de le faire jusqu'à l'accouchement, il y a des complications. Peut-être l'enfant est assez siégé dans son ventre, on ne sait pas, parce qu'elle n'a pas fait les échographies, on ne saura pas. Donc c'est à l'accouchement que la sœur va constater que l'enfant est siégé. Donc, il aura des bruits naturels. Les échos là sont importantes. Voilà. Et moi, j'irai même en disant tous les bilans. Pas l'échographie. Pas forcément l'échographie seule. Donc, vous expliquez un peu ce que vous venez de dire là. Si la femme n'a pas fait cette échographie, ce n'est pas seulement l'échographie comme vient de le dire ma collègue. C'est les analyses en général, le bilan. Le bilan prénatal là regroupe les analyses sanguines et les échographies. D'accord? Donc si la femme refuse de faire ça, on peut courir à l'accouchement comme après l'accouchement. Oui. Si la femme a trop de soucis, ça peut aussi l'amener à saigner après l'accouchement. Merci. La femme enceinte doit éviter le stress, doit éviter les soucis. Donc il faut mettre l'ambiance qu'il faut autour de la femme enceinte. Donc je m'adresse aux parents qui sont ici, aux maris qui sont ici. Il faut faire tout possible pour que la femme enceinte vive dans l'ambiance, soit tout le temps en joie. Éviter le stress autour d'elle. Est-ce qu'une femme enceinte peut se coucher sur le dos? Scientifiquement, il n'y a pas de problème. Je sais que dans nos coutumes, on dit là, le cordon attache la tête, mais c'est faux. Scientifiquement, tu peux adopter toutes les positions que tu veux, pourvu que tu ne te couches pas sur le bébé pour le déformer. Donc c'est plutôt se coucher sur le ventre là qui n'est pas bon. Mais sur le dos, il n'y a pas de problème. Donc rapidement, on va faire le bilan en français. Droit au suivi. Donc ça rentre dans le cadre de la sécurité. Oui. Droit à l'accès. Et en tchénoui. Les droits sont en train de tomber. Je vois que vous connaissez vos droits. Maintenant, là, on va rentrer dans les devoirs. Très bien. Très bien. Elle a dit qu'on a dit d'éviter l'automédication. Toujours droit du naissant. Intégrité. J'ai aimé la séance et les points de présent les fois prochaines. Vraiment merci. J'aimerais que la sensibilisation continue d'autres séances qui est plus de monde. Surtout les hommes. Merci. Quand la femme est enceinte, il devient jusqu'à terme de la grossesse, là, à terme, elle gagne 12 kg de plus. Donc, porter un poids de 12 kg tout le temps, là, vous voyez que c'est une corvée. C'est vraiment difficile. Mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Nous, on n'a pas le choix. C'est la volonté de Dieu. Donc, on subit. Alors, nous voudrions porter ce simulateur de grossesse-là à un homme et le soumettre à
à certains travaux domestiques. Nous allons lui demander de faire la lessive. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, voilà, nous l'avons soumis à quelques travaux domestiques. Nous allons recueillir cette impression. Et contrairement à ce que nous disait, j'ai du mal à exploiter pourquoi durant une longue durée. Surtout ça. Voilà. Si la femme enceinte refuse d'aller aux soins, si le mari refuse d'honorer les ordonnances, si la femme enceinte refuse de prendre les médicaments, si la femme enceinte sent des malaises et refuse d'aller à l'hôpital alors qu'elle sent des malaises. D'accord? Il y a quelque chose que nous appelons le premier retard. C'est-à-dire que le premier retard, c'est-à-dire que dans la communauté là, vous avez une femme enceinte qui a des problèmes et personne ne décide de la mener à l'hôpital. C'est le premier retard. D'accord? Il y a le deuxième retard. Le deuxième retard, c'est l'accessibilité dans les centres de santé. Si je suis dans une zone enclavée et il n'y a pas de voie, il n'y a pas de moyens de déplacement, il y a trop de difficultés à accéder au centre de santé. Ça, c'est le deuxième retard. Il y a le troisième retard. Le troisième retard, c'est-à-dire que j'ai déjà franchi les deux autres retards. Il y a déjà eu la décision, l'accès est facile à l'hôpital, je suis maintenant dans l'hôpital. Le troisième retard, c'est la prise en charge. Est-ce qu'une fois dans l'hôpital, là, la personne qu'on a amenée a été bien prise en charge? Est-ce qu'il y a les agents de santé bien formés, les agents de santé qualifiés? Est-ce qu'il y a le plateau technique? Est-ce que la prise en charge a été rapide? Ça, c'est le troisième retard. Voilà ce qu'on peut dire par rapport aux complications liées à l'accouchement dans les suites de couche. Donc je disais que quand il y a une femme enceinte dans votre communauté, dans votre maison, dans votre chose, il faut lui conseiller d'aller à l'hôpital. Maintenant, quand elle va à l'hôpital, est-ce que les prescriptions, est-ce qu'elle respecte les prescriptions des agents de santé? Nous avons développé réellement 3 catégories de droits et devoirs. Nous avons parlé des 10 droits fondamentaux des patientes. Nous avons parlé des devoirs des patientes. Nous avons aussi abordé les droits du naissant.